Quel parallèle faites-vous entre les mensonges que vous avez découverts et ceux que l'on pourrait éventuellement entendre aujourd'hui dans les médias? C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Dans Mes braves gens, on s'occupe de vous. Moi, le mensonge le plus, celui qui m'agace le plus en ce moment, parce que je suis dessus, c'est tout ce qui a trait à l'Église catholique. Ah, ça, c'est absolument invraisemblable. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, donc quand j'étais jeune, j'étais tout à fait catholique militante, et puis j'ai appris, voilà, j'ai appris. J'étais bête, je pensais que l'Église c'était quelque chose de bien, j'ai appris que non, la pédophilie c'est venu après, mais que l'Église c'était l'Inquisition, que l'Église elle brûlait les gens, que l'Église elle voulait empêcher les gens de s'épanouir, que le but de l'Église c'était la domination, etc. Puis j'y ai cru, c'était bien rentré comme ça, j'y ai cru. Alors je faisais partie de ces cathos pendant un temps qui disaient « Moi je suis catholique parce que je crois au message évangélique, parce que c'est quand même un peu la base, hein. C'est quand même un petit peu, un rien, bon c'est quand même le message de Jésus, mais je suis contre l'Église. » Il y a plein de cathos en France qui sont comme ça. Ils sont catholiques mais quand même contre l'Église. Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'on leur a tellement fait rentrer dans la tête que l'Église a commis tous ces crimes dont on leur fait la liste, qu'ils se disent « Ben oui, mais donc on n'est pas d'accord avec ça. » Mais mensonge, bon Dieu de bois, mensonge. Il faut reprendre un à un tous les crimes qu'on impute à l'Église, mais un à un et voir qui, quoi, quand. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. La domination de l'Église sur les âmes à l'époque de l'Ancien Régime, ça me fait rigoler. Je demande un exemple. Un. L'Église, paraît-il, a censuré Diderot. Ah bon, c'était l'Église qui dirigeait le ministère de la librairie? Ah bon? Comment est-ce que l'Église a pu censurer Diderot? Ah oui, l'Église a donné son avis en disant qu'elle condamnait alors elle n'a pas le droit. Quand l'Église donne un avis sur une publication, on appelle ça censurer. Mais quand l'encyclopédie dit ce qu'elle pense de l'Église, c'est quoi ça? Mensonge, mensonge, mensonge. Il est temps que les cathos se réveillent, là. Il est temps que les cathos se réveillent. Quand les catholiques sincères, je dis pas les catholiques organisés comme... les gens qui se sentent comme moi, imprégnés de tout ce catholicisme qui a fait notre pays, quand ils vont se réveiller, on va remettre les pendules à l'heure, on va arrêter de mentir comme ça. Hein. Et il est temps que les catholiques se réveillent. On n'a pas séparé l'Église et l'État. À la Révolution française, on a soumis l'Église à l'État. Avant la Révolution, l'Église était autonome. Par le biais de la dîme qu'elle percevait et dont elle restituait les bénéfices en termes de tous les services qu'elle rendait à la population, elle était indépendante de l'État. À la Révolution française, on a fait la constitution civile du clergé. On a soumis l'Église à l'État. Donc on n'a pas séparé les pouvoirs, on a lié les pouvoirs à la Révolution. On a fait l'inverse. Comme il y a eu la guerre civile, ben oui, la guerre de Vendée, tout ça, il y avait des soulèvements partout. Napoléon a dit, bon, on va arrêter le truc, on va faire un concordat. Un concordat. C'est-à-dire qu'il est allé chercher le pape, il lui a mis le fusil sur la tempe en lui disant, vous allez signer là. On ne vous rendra pas tout ce qu'on vous a volé, mais en échange, on vous laisse l'éducation. Et pour le reste, toute l'Église est soumise à l'État. Toute l'Église est soumise à l'État. Le choix des prélats, la rémunération des prêtres, c'est l'État qui s'en charge. C'était pas comme ça avant. Donc, avant la Révolution française, il y a séparation de l'Église et de l'État, et après la Révolution française, il y a soumission de l'Église à l'État. Et en 1905, on arrive et dit on va venir à bout de siècles et de siècles de domination de l'Église. Mais de rien du tout. D'un siècle de concordat obtenu par la violence. Eh ben voilà, faut le dire. Faut le dire. Debout les cathos, là, arrêtez de vous laisser embrouiller. Et je vous dis pas d'aller à la messe, ça n'a rien à voir. Chacun croit comme il veut. Oh là, j'aurais voulu avoir l'évangile, là, pour citer quelques trucs, là. Il y a des merveilles là-dedans. Il y a des merveilles là-dedans. Je suis effarée, je pense que, non, je sais pas quoi dire, là. Je suis je suis triste, je suis perplexe, je pense que, parallèlement à ça qui est grave, dont je ne sais absolument pas ce qui va sortir, je crois, je sens qu'il va y avoir un réveil de gens comme moi. Je me prends un peu comme pas comme un poisson pilote, comme un... Oh, je ne sais pas comment dire. En général, ce que je ressens, c'est avant que ça se passe, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai été alertée des affaires de pédophilie 4 ans avant l'affaire Dutroux. C'est-à-dire, j'ai commencé à parler de réseaux pédophiles et de trucs comme ça qui m'ont mené à mes recherches, hein, puisque j'ai voulu comprendre les enlèvements d'enfants. 4 ans avant que la pédophilie se mette sur les... Je sens les trucs. Voilà.
Et j'ai l'impression que la France catholique sincère, les vrais, quoi, les vrais, elle va se réveiller. Elle va se réveiller. La France des braves gens. La France des braves gens qui veulent pas que le profit passe avant le bien commun. Et qui considèrent que l'amour du prochain, c'est la base, c'est l'alpha, c'est l'oméga. Et qu'au-dessus, c'est le soleil. Quel était le rôle de l'école avant et pendant la Révolution française? Quel est-il aujourd'hui, selon vous? L'Église, c'est toujours elle qui a fait la classe. C'est toujours l'Église qui a fait l'école. Alors, axiome numéro 1. Avant, les enfants, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, et puis la formulation, elle était complètement analphabète. Ah bon? Tiens donc, c'est pas vrai. Il y avait des écoles partout en France, et c'était l'Église qui s'en chargeait. Donc l'Église a toujours enseigné à lire, à écrire et à compter aux enfants de France. Toujours. Alors ça, moi, si on me le dit, je suis pas obligée de le croire, mais quand je fais une étude sur les enlèvements d'enfants à Paris et que j'ai 1 témoignage, 2 témoignages, 10 témoignages, 15 témoignages qui dit mon petit a été enlevé au retour de l'école et les enfants s'en sont pris à des enleveurs d'enfants à la sortie de l'école et que j'ai 10 témoignages du maître d'école qui dit ce matin j'avais la moitié de mes élèves parce que etc. Je vois bien qu'il y avait des écoles partout et que les enfants allaient à l'école et ils allaient pas à l'école pour apprendre qu'il fallait se soumettre au roi et puis qu'il fallait être gentil avec les possédants. Ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, ils apprenaient qu'il y avait un Dieu, ils apprenaient qu'il y avait Jésus, ils apprenaient qu'il y avait la Sainte Vierge, ils apprenaient le corpus de ce qui est notre culture, notre civilisation, notre monde, et ils apprenaient à lire, à écrire et à compter. Et tous les gens que j'ai vus dans tous les témoignages des enlèvements d'enfants, il y en a les 3/4 qui signent correctement. Donc s'ils signent, c'est qu'ils ont appris à écrire. Et s'ils ont appris à l'écrire, c'est qu'ils étaient à l'école. Et la fille de Damien a été enlevée sur le chemin de l'école. D'ailleurs, elle était enlumineuse, donc elle savait bien écrire. L'école a été reprise par... Oui, puis avec tout l'école de Jules Ferry. Alors on dit, l'école sera gratuite, laïque et obligatoire. Alors gratuite, elle l'était déjà. Laïque, elle ne l'était pas parce qu'elle était religieuse. Je vois pas en quoi c'est mieux. Et obligatoire. Il y avait une obligation de faire des écoles dans l'Ancien Régime. Il n'y avait pas d'obligation d'y envoyer ses enfants. C'était pas la loi d'envoyer ses enfants à l'école, mais c'était la loi de leur mettre à disposition une école. C'est-à-dire que l'obligation scolaire était l'obligation de mettre à disposition des parents des écoles pour leurs enfants. Et moi qui ai bien étudié ce que c'était que la misère, j'ai étudié sur les institutions d'aide aux plus miséreux, aux pauvres, quoi, hein, sous l'Ancien Régime, puisque ça menait à l'hôpital général et toutes ces affaires-là. J'ai vraiment été à même d'étudier des textes où on pouvait voir quels étaient, dans les campagnes et chez les gens miséreux, les désirs des parents. Les désirs des parents, c'est, vous venez au secours de leurs enfants, faites en sorte qu'ils puissent aller à l'école. Faites en sorte, voilà, on n'a pas assez à manger, mais si vous envoyez le petit dans une institution, assurez-vous bien qu'il pourra apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'obliger les parents à envoyer les enfants à l'école, c'était leur rêve. C'était leur rêve. C'était que mon petit apprenne à lire et à écrire. J'ai notamment une histoire, oh, c'est tellement triste, c'était en 1750, c'est une malheureuse, oh, la veuve Héninck. Je raconte ça oh là, c'est tellement triste cette histoire. C'est une malheureuse veuve qui était blanchisseuse et je l'ai racontée sous forme romancée dans mon livre sur Damien, mais c'est une histoire authentique. C'est une malheureuse veuve qui un jour, on vient tambouriner chez elle et on vient lui dire debout, levez-vous, on vient chercher votre gamin. Elle dit mon gamin de quoi? Et ils sont venus enlever son gamin chez elle. Et ça faisait plusieurs jours qu'il y avait un flic qui la harcelait, puis qui lui disait vous êtes disputé avec votre gosse et tout. Enfin, il y avait des flics qui étaient autour d'elle et autour du gosse. Et le but, c'était d'enlever le gamin. Et ils ont inventé n'importe quoi pour lui enlever ce gamin. Bon, alors, il y avait des machins, il y avait des réseaux de pédérastie. Enfin bon, tout ça, c'est avéré. Tout ça, c'est avéré, c'est clair. Enfin bon. Et ils ont fini par lui enlever son gamin en l'accusant après coup d'avoir volé des mouchoirs à la sortie de la mettre, des trucs comme ça. Et cette malheureuse veuve, elle est allée dans tous les coins. Alors son gamin, à la fois, il allait à l'école le matin et puis l'après-midi, il l'aidait. Elle était blanchisseuse, alors il lui portait le linge. Enfin, il aidait maman, quoi. Et elle a fini par savoir qu'il l'avait mis à Bicêtre et puis je sais pas où. Moi, je l'ai retrouvé, son gamin. Oh, c'est infernal. Je l'ai retrouvé, son gamin, il a été mis à Bicêtre. Elle était obligée d'aller de Paris à Bicêtre, il y en avait pour 6-7 kilomètres.
Puis, mais rendez-moi mon gosse, mais qu'est-ce qu'il a fait et tout. Elle était seule. Oh, c'est infernal, c'est infernal. Et j'ai retrouvé le témoignage où elle disait, mais surtout qu'il aille bien à l'école, hein, surtout. Et elle payait à Bicêtre des salopards, elle payait pour qu'il lui assure des cours, pour qu'il puisse lui, alors que c'était, bien évidemment, c'était inclus dans les budgets de Bicêtre d'apprendre à lire, à écrire, à compter aux enfants. Donc il lui fait, oh là 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 là, il lui prenait de l'argent pour. Et son obsession, c'était que mon petit, quand il sortira, au moins qu'il n'ait pas perdu son temps et qu'il ait appris qu'il était à l'école. Bon, faut arrêter maintenant avec ces histoires d'école, d'accord? Faut arrêter avec cette histoire d'école. Nos aïeux, ils savaient lire, écrire et compter. La littérature n'a pas commencé en 1789, que je sache. Et les gens voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Il n'y a pas eu besoin de rendre l'école obligatoire. Par contre, c'est vrai que de la rendre obligatoire laïque, ça c'est clair. Pour faire passer le machin républicain et que la vie a commencé en 1789. C'est bientôt fini, ça. Hein. Il n'y en a plus pour long. Hein. Il n'y en a plus pour long. Le mythe de 89, là, à mon avis, encore quelques années, il va plus rien rester. Mais c'est pas, il va plus rien rester. Je suis pas pour qu'on remplace un mythe par un autre. Là, faut aller aux sources. Faut aller aux sources. Il y a des gens sur Internet, des petites gamines qui me disent où est-ce que je peux trouver ça? J'ai dit allez chercher sur Google. Ah j'ai trouvé un truc. Regardez, Madame Sigaud, j'ai trouvé ça. Je lui dis non, ce que tu as trouvé, c'est ce que j'ai dit. Elle me dit c'est pas bien. Je lui dis non. Trouve la source de ce que j'ai dit. Alors elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. Et hop, j'ai dit, ça y est, t'as compris maintenant. Et tu continues comme ça. Connaissez-vous le mouvement des récentistes? Si oui, qu'en pensez-vous? Oui, c'est n'importe quoi. Les récentistes, ils vous racontent qu'il y a 1000 ans de trop dans l'histoire. Comme par hasard, c'est les 1000 ans de christianisme triomphant sur l'Europe. Non, allez, arrêtez avec ça. Les récentistes, c'est pas des historiens. Quelqu'un qui fait de l'histoire, c'est quelqu'un qui est historien. Bon, alors on peut être historien diplômé ou historien amateur, mais le principe de l'histoire, c'est de remonter le fil à partir des documents. J'ai lu plusieurs trucs récentistes, je me suis appuyé de le lire. Quand on n'a pas envie de hurler de rire, on a envie d'envoyer une paire de claques, quoi. Non, non et non. Non et non. C'est du délire. C'est du délire qui conclut d'ailleurs que maintenant, une fois qu'on aura bien démontré tout ça, on comprendra que l'Église par-ci, l'Église par-là, c'est encore une attaque contre l'Église catholique, ça. Qui est présenté d'ailleurs comme ayant financé des moines qui auraient recopié des codes. Ah, rien. Non, pas de temps à perdre. Par contre, pas de temps à perdre, mais j'aimerais bien, comme il s'agit du Moyen-Âge, j'aimerais bien que des gens, j'aurais pas le temps de le faire et je ne suis pas médiéviste, j'aimerais bien que des gens se mettent en contact, que des médiévistes se mettent en contact entre eux pour reprendre ces trucs-là et les démonter une bonne fois. Mais je crois que les médiévistes, pour l'instant, ils haussent les épaules en disant qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Mais si, il y aura peut-être un travail à faire. Appel aux historiens médiévistes. Faites un truc, là, quand même. Essayez. Moi, si je pouvais, si c'était ma période, ça serait déjà fait. Mais je ne vais pas me lancer dans le Moyen-Âge, compte tenu de ce que ça implique comme lecture que je ne ferai pas par ailleurs. Donc, appel au peuple, cassez-moi ce truc-là, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Je pense que c'est très, très mal intentionné. C'est très, très mal intentionné. Et séduisant. Je comprends que des esprits ouverts, et ça j'en connais, hein, j'ai parmi les gens que j'aime bien, des gens qui disent non, il faut voir, c'est des gens que je respecte, donc je pense qu'il faut aider ces gens-là à ouvrir les yeux, il faut être historien pour ça, donc appel aux historiens médiévistes.